Franchement, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment de la perte de temps. Je trouve que c'est un scandale, ce qu'ils nous apprennent, ça sert à rien, c'est super ennuyeux. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les débuts, sur là où tout a commencé? J'étais assez isolé pendant une certaine période. Au départ, j'avais 500 abonnés sur Instagram, puis 1000, puis 2000, puis 3000. Est-ce que j'aurais imaginé un jour avoir cette vie-là à cet âge-là? Non. Je sais même pas si un jour je prendrai ma retraite. Et pourquoi t'es parti à Dubaï à cette époque-là? Non, j'ai rencontré Oussama sur Paris. Je lui ai proposé d'investir dans un de mes projets, etc. T'as bossé sur quoi avec Oussama? On voulait lancer un projet NFT, on n'a jamais lancé. On avait beaucoup investi. Enfin, moi à l'époque, c'était beaucoup d'argent pour moi, plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai perdu, puisqu'en fait, on n'a jamais vendu un seul NFT à qui que ce soit. Pourquoi tu fais tout ça? Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Mathis Clouet. Écoute, Mathis, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si je pense que dans la sphère infoprenariale, ça reste assez rare. Aussi, je pense qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Moi, donc, je m'appelle Mathis Clouet, j'ai 22 ans, je suis expat à Dubaï, je fais du marketing depuis 5 ans maintenant. Et voilà, je suis passionné de marketing. À la base, je faisais du copywriting, ce qui n'est plus du tout mon activité aujourd'hui. Mais voilà, je suis en gros un marketeur qui a toujours été dans le secteur des agences, du service. À l'époque du direct response marketing, je me suis fait former par Russell Brunson, Tugen Barra. Puis après, je suis allé voir aux US pour me former sur d'autres sujets. Donc voilà, en gros, pour faire simple. Ok, dans tous les cas, je pense qu'on va y revenir au fur et à mesure. Quand tu dis marketeur, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça veut un peu tout et rien dire, je pense que ce terme a été très très réutilisé à droite à gauche. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore le taf de marketeur? Ou est-ce que ça va être, il faut entre guillemets l'enrober de d'autres compétences? Concrètement, pour toi, c'est quoi aujourd'hui un marketeur? Ah non, ça existe encore plus que jamais. Un marketeur, c'est celui qui va réussir à faire de la distribution en fait. En gros, pour faire simple. Et à l'ère de l'IA, où tout est possible d'être codé quasiment 10 fois plus rapidement, où la barrière technique devient de plus en plus faible, celui qui va maîtriser la distribution, c'est celui qui va réussir à faire exploser son projet. T'as beau avoir le meilleur SaaS avec la meilleure techno. Si personne ne te connaît, que t'as pas de compte de réseaux sociaux, comment est-ce que tu vas faire pour le promouvoir? Tu vas peut-être essayer de trouver 1, 2, 3 clients qui vont faire du bouche à oreille, mais ça va être très long. Et donc, le taf du marketeur, c'est d'arriver avec de l'organique, de l'acquisition payante, avec du gros hacking, des newsletters, avec tout ce que tu veux, en fait, que ce soit même du marketing physique ou en ligne, à distribuer un projet, à lui donner la visibilité nécessaire auprès d'une audience qui est qualifiée, qui est prête à acheter un type de produit, service ou logiciel. Parce que tu dis que ça existe plus que jamais, mais il y a aussi, tu vois, énormément l'essor de l'IA qui est une vague que personne ne peut éviter. Est-ce que tu penses que ça va devenir de plus en plus important, ou au contraire, tu penses que ça va de plus en plus s'effacer au profit justement de gens qui maîtrisent vraiment l'IA à des profils marketing? Les marketeurs doivent utiliser l'IA. Ça ne veut pas dire que les marketeurs n'utilisent pas ces outils-là, mais s'ils les utilisent, il n'y a pas de raison que le taf de marketeur s'arrête. Après, c'est comme dans n'importe quel métier, tout le monde va se mettre progressivement à intégrer l'IA, même s'il y a plein de secteurs encore où les LLM, comme on les connaît, Claude, ChatGPT, etc., n'ont pas d'utilité, ou même de manière générale sont très difficiles à implémenter. Mais de plus en plus, oui, c'est certain. C'est certain. Les marketeurs, s'ils veulent s'adapter en 2026 et dans les prochaines années, sur les 10 prochaines années, je pense, vont devoir s'intéresser très fortement à ce qui se fait en termes d'IA, tout simplement parce que ceux qui vont utiliser ces outils-là mieux que les autres vont gagner en productivité et vont gagner en rapidité. Tout le monde sait que si tu gagnes en rapidité, tu gagnes tout court. Donc, voilà. Mais je me dis quand même que tout ce qui est IA, LLM, comme tu viens de les mentionner, diminue quand même vachement les barrières à l'entrée aujourd'hui pour beaucoup de secteurs. Est-ce que tu ne crois pas que du coup, ça sera de plus en plus compliqué de faire la différence entre quelqu'un qui est vraiment bon et quelqu'un qui ne l'est pas, mais de par ses outils, la frontière devient de plus en plus fine? Comment ça, quelqu'un qui est vraiment bon? Tu parles d'un marketeur ou tu parles d'un produit en particulier? Non, je parle que ce soit un marketeur ou quelqu'un qui a des skills de manière générale, que ce soit au niveau du marketing ou autre. Avec l'IA, vu comment les barrières à l'entrée sont de plus en plus faibles, et la facilité entre guillemets d'exécution de beaucoup d'aujourd'hui skills et métiers deviennent beaucoup plus simples grâce à l'IA, la barrière, enfin la frontière entre quelqu'un qui est vraiment excellent dans son domaine et quelqu'un qui ne l'est pas se confondent, quoi. Non, parce qu'en fait, tu vois, regarde, par exemple, je connais des mecs aux US, ils font quasiment 1500 ads par jour avec des workflows, high fields, ils les connectent à Claude, ils les mettent sur des Meta Business Manager, ensuite ils ont 3 OpenClaw qui scannent pour de l'e-com, donc des produits qui sont gagnants, ils les refont remonter à Claude, et en fonction de ça, ils vont aller scanner les Facebook Library, en gros, la bibliothèque d'ads, ils vont regarder les ads qui sont les plus performantes, les mettre dans un sheet, dans un Google Sheet, pardon, les faire remonter sur Claude, puis Google High Field, et puis voilà, etc. Et en fait, ça, c'est pas du tout simple. C'est un vrai métier à part entière. Donc c'est juste que je pense,
là où je te rejoins, c'est que le travail, l'opérationnel au quotidien de différents métiers, dont le travail de marketeur, va changer drastiquement, puisqu'en fait, il a des outils qui lui permettent d'aller 10 fois plus rapidement. Mais un petit peu comme, si tu veux, on pourrait comparer je sais pas, les conducteurs de bus. Enfin, on était d'abord des conducteurs de carrioles avec des chevaux, puis après des bus de plus en plus puissants, de plus en plus rapides, donc ils gagnent du temps sur leur trajet. C'est des skills différents. Bah là, c'est un petit peu pareil. Je sais pas si c'est la bonne analogie, mais Mais tu vois, quand ce sera des bus autonomes, tu vois, il y a bien des tafs qui vont. absolument, absolument. Non, mais moi, je suis quand même convaincu que il va avoir une baisse en termes du nombre d'humains dans la boîte. Typiquement, aujourd'hui, on teste beaucoup de setting IA, mais je refuse que ça soit complètement autonome. C'est-à-dire que sur WhatsApp, déjà, ça ne l'est pas. Et mon setter est passé head of setting. Et il teste des choses avec de l'IA. Il en fait toujours à la main. Voilà. Et je pense qu'il y aura besoin de beaucoup de personnes qui vont supervisionner en donnant des idées, des axes, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que la pratique au quotidien va évoluer, hein, bien sûr. Mais quand tu dis qu'aujourd'hui, toi, dans ta boîte, tu refuses que ce soit que automatisé, tu insistes sur le fait qu'il y Alors, ait toujours de l'humain, etc. sur la partie setting uniquement. Parce que tout Ouais, le sur la partie reste, setting. il y a plein de trucs qu'on automatise. Mais si demain, tu vois, on te dit que sans setter, tu peux avoir un setting qui est beaucoup plus performant, est-ce que toi, tu mettrais du coup l'IA parce que beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant et performant en numéro un, ou alors est-ce que par éthique ou par je ne sais quoi, tu voudrais vraiment garder de l'humain? Non, mais pas de problème d'éthique ou autre. Enfin, tu vois, après, c'est les messages Oui, écrits. oui. Donc, non, non, pas de problème. Après, beaucoup de gens me font cette promesse-là. En réalité, dans les faits, il n'y a jamais rien qui équivaut quand même, pour l'instant, à un humain formé. Après, moi, ça fait 3 ans que je bosse avec la même personne. Et donc, c'est parfaitement normal. Tu peux pas demander à une IA que tu formes en l'espace de 3 Oui, jours bien ou sûr. 3 semaines d'avoir l'équivalent. Ça, c'est aussi un autre problème. Sam Altman en parlait dans un rapport qu'il a été publié enfin, au sein d'OpenAI. C'est que les gens étaient très exigeants avec des IA parce qu'ils leur demandaient à l'espace de 2 jours d'avoir le même niveau de contexte, de compréhension, de réactivité et de réflexe qu'un humain qui a été formé pendant 20 ans. Mm. Et il faisait un peu le rapport, bon ça c'est un peu son point de vue un peu, un peu particulier, que un humain pour être formé ça prend 18 ans. Ça prend 18 ans, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup d'eau, beaucoup d'argent. Quand tu regardes effectivement combien ça coûte pour avoir l'équivalent en opérationnel d'un humain avec un certain IA, bah, les gens s'attendent que ça le fasse en 18 heures. Laisser Mm. aussi aux IA peut-être tu vois, un petit peu de marge. Déjà 18 mois, ça sera un facteur x10, ça sera juste énorme. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Et ensuite, non, non, il n'y a pas de problème. Évidemment que si j'ai des technologies qui me permettent de pouvoir le faire plus rapidement. Mais je crois en tout cas beaucoup au fait que je vais avoir besoin quand même de head-off dans ma team. Des personnes qui sont très expérimentées, qui ont 10 ans, 20 ans, plus d'expérience encore, qui vont être là pour superviser. J'ai dit supervisionner tout à l'heure, c'est pas français. Superviser euh, ces tâches-là. Et c'est ça qui fera la différence, à mon avis. Ok. Bon, on est rentré du coup directement au sujet de l'IA, du coup j'en profite. Concrètement, d'un point de vue plutôt macro, même si on est dans un écosystème en ligne où évidemment on va être les premiers à, je pense, à être enfin, sur cette vague-là d'automatisation parce que beaucoup plus simple. Est-ce que tu penses que l'IA va vraiment enfin, créer un retournement majeur dans la manière dont les gens travaillent au quotidien, ou alors carrément ça va tout retourner, et c'est-à-dire qu'il y aura même plus, tu vois, d'ici 5 à 10 ans, même si c'est très compliqué de se projeter vu la vitesse à laquelle elles Je avancent. suis incapable de te dire. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on a vraiment changé beaucoup de choses au quotidien, avec notamment un outil qu'on a développé qui s'appelle Autopilot, qui est vraiment un outil qui est vraiment top. Parce qu'on l'a adapté, en fait, on a pris le meilleur de OpenClaw, Air Messageant, et on l'a rewrap avec d'autres choses et des connexions à des stacks qui sont adaptés à nos modèles, enfin adaptés à nos cas d'utilisation au quotidien. Donc le constat qu'on fait, c'est que oui, on gagne beaucoup en productivité. Il y a 2 postes dans la boîte pour l'instant, sous vraiment forme, donc tout ce qui est assistant, etc., dont j'ai plus besoin, donc dont je m'en suis séparé. Mais sinon, ça va venir un peu mettre nos équipes pour l'instant sous stéroïdes. Est-ce que, Mm. faire des paris sur 5-10 ans, pour l'instant, je Ouais. serais incapable de te dire. Déjà, même Euh, sur 6 mois, je pense que c'est compliqué, mais ah ouais, je suis incapable de dire. Ouais. c'est d'ailleurs un sujet aussi, surtout les gens qui suivent beaucoup l'actualité IA, c'est le côté toujours avoir un peu le syndrome de l'objet brillant, mais cette fois-ci avec les IA, avec toujours une nouvelle mise à jour performante. Peut-être que dans 2 mois, ce sera ChatGPT qui repassera devant Claude. Comment toi tu gères ça? Est-ce que tu te dis, ok, je me mets sur un outil et puis tu vois, je bombarde, ou alors on va t'adapter à toutes les nouvelles techs très vite. Je sais que tu étais sur OpenClaw, puis maintenant que tu es passé sur Hermès.
Comment tu gères tout ça? Est-ce que ça fait pas non plus trop justement de retravail pour reformer les IA, pour les réadapter, pour les reparamétrer? Ah bah, en fait, sur Hermès, c'est beaucoup plus simple de faire des switches entre les modèles. Avec le dashboard de Hermès Agent, je switch entre plusieurs modèles. Et donc, je suis entre, en gros, Sonnet 4.6, Opus 4.16, les dernières versions de ChatGPT. Tu peux switcher vraiment sans que le contexte parte, puisqu'en fait, ton contexte il est stocké dans le memory.md. Et donc, je peux mettre les derniers modèles les plus performants, même mes Gemini, je peux mettre ce que je veux en 2-3 clics sur Hermès Agent. Et on a mis en place le même modèle pour Autopilot. Et ça, vous pouvez le faire assez simplement avec OpenRouter. Je crois que c'est openrouter.ai ou .com, je vais vérifier. Enfin, openrouter.ai, c'est ça. Vous allez sur OpenRouter, vous créez un crédit API là-dessus et vous le connectez à votre Hermès Agent. Et comme ça vous permet en 2 clics d'alimenter un crédit OpenRouter et surtout de pouvoir faire le switch rapidement sur votre Hermès Agent que vous avez par exemple sur WhatsApp ou sur Telegram. Donc ça, c'est une bonne manière de faire pour pouvoir avoir les derniers modèles toujours à la pointe. C'est plus simple d'utilisation de manière générale que OpenClaw, tu dirais ou pas? C'est Pour juste faire le plus switch puissant. de modèle, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple que OpenClaw, je trouve. Parce que aussi, Hermès Agent a un dashboard qui est visuel et qui te permet d'aller, Oui. que tu peux consulter en ligne. Ok, oui, tout ne se passe pas directement dans le terminal C'est ça, ouais, ok. exactement. Ok, concrètement, aujourd'hui, toi, tu dirais que c'est quoi les outils IA les plus importants que tu as mis en place sur ces 6 derniers mois? Typiquement, si tu devais faire un top 3 ou un top 5. Attends, je vais voir mon. Alors, top 3, top 5, évidemment, tu as Claude, tu as Anthropic, ça c'est sans Ouais, bien équivoque. sûr. Ensuite, j'aurais dit OpenClaw, mais maintenant je suis sur RMS, qui est le même cas d'utilisation au quotidien, et c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Autopilot, parce que, je répète Autopilot, mais parce qu'en fait, on l'a branché sur absolument tout, notre Slack. Ouais, Enfin, c'est très difficile, c'est devenu très difficile pour moi de m'en de t'en passer. passer. Je trouve que le vrai gain de productivité cette année pour moi, c'était Whisperflow. Whisperflow, c'est Ah ouais? un. Oui, je l'ai mis en place, c'est vrai que Mais après, enfin, au début, j'avais du mal à voir la valeur perçue parce que tu sais, t'as une touche sur le Mac où juste tu mets le micro Ouais, mais là, et ça ça dit. refait tes phrases, en fait, tu vois. C'est quand même Euh, intelligent, c'est quand même pas mal. Ah, mais c'est dingue. Mais Je trouve qu'une IA dont personne ne parle et qui est vraiment très sous-cotée, c'est Airtable AI. Parce qu'en fait, quand tu as des cas d'utilisation Airtable, Airtable AI, c'est connecté à absolument toute ta database, donc c'est génial. Donc moi, je pense que hmm, ce sera ces IA-là, quoi. ok. Typiquement, comment tu dissocies le travail que chacune de tes IA fait? Typiquement, Claude, aujourd'hui, tu vas utiliser pourquoi en priorité et pourquoi Claude plutôt qu'une autre IA? Au-delà, enfin, oui, de sa puissance de calcul. Parce que Claude, ça va être pour des projets, donc ça va être des projets assez long terme. J'aime bien l'organisation par projet, par skills. Donc actuellement, Claude, je l'utilise très très peu par rapport à RMS ou à Autopilot. Je suis assez peu dessus, mais c'est bien pour connecter avec des. Typiquement, ce que j'aime bien, enfin Hermès peut aussi le faire, mais Claude est quand même plus simple dans l'ergonomie pour l'utilisation. C'est de mettre Cowork sur mon ordinateur pour retrouver des factures, organiser des dossiers, etc. Ça, c'est vraiment bien. Et après, évidemment, Claude Code, il est utilisé par notre assistant technique pour Sonar et la console chez Hmm. les écosystèmes. Et ça, c'est quand même très pratique parce que ça fait gagner du temps et ça te permet d'avoir une équipe de 5-10 personnes avec une seule personne qui code. Ouais, ouais, non, c'est bluffant. Mais du coup, ouais, tu devs quand même pas mal de SaaS IA interne en utilisant des technologies déjà existantes. Ouais, on en a Mais, deux mais ça, fait par un assistant technique. Ouais. ouais, donc ça, typiquement, tu fais ça avec, tu fais jamais ça par toi-même via Cloud Code ou des trucs comme ça, ou tu fais vraiment appel à Sonar, j'avais des gens commencé par beaucoup moi-même. plus. Si, Sonar, je l'ai fait en grande Ouais. partie au départ par moi-même. Après, j'ai fait prendre la main, le relais par un instant parce que j'ai pas le temps en fait de m'occuper. Par exemple, iClose vient de sortir leur dernière API. J'ai pas le temps d'aller chercher enfin, toutes les connexions et les routeurs et aller me faire moi-même les choses. Donc ça, c'est un assistant technique qui le fait. Mais sinon, au départ, effectivement, ça me permet moi qui a plein d'idées tout le temps de pouvoir launch des trucs assez rapidement et voir si les gens ont une utilisation vraiment quotidienne. Et là, avec Ok. Sonar.ai, sur les 750 clients, on a entre 200 et 300 utilisations hebdomadaires sur Sonar par des gens différents. Donc c'est Hmm. vraiment dingue. Et c'est assez ouf. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais, non, hyper intéressant. Bah, c'est sûr que ouais, l'IA, je pense que c'est le bon premier sujet à aborder, même si c'est un sujet qui est hyper lourd et je pense qu'on pourrait en parler pendant tout le podcast. Euh, Moi, il y a aussi un point un peu plus storytelling que j'aurais bien aimé aborder. Je pense que tu l'as déjà abordé plusieurs fois aussi. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les débuts, sur là où tout a commencé, sur pourquoi à 16 ans tu vas te lancer, alors que surtout que je sais pas si tu vois, il y avait encore beaucoup d'infopreneurs make money en France, tu vois, qui étaient vraiment implémentés. Pourquoi avoir eu envie de te lancer aussitôt? Comment t'as pu aussi percevoir ces opportunités-là?
Et ouais, c'est un sujet hyper intéressant, je trouve. En fait, moi, je regardais les vidéos de Yumi, ça m'inspirait. Donc après, j'ai regardé le drop, ça me convenait pas. Juste parce qu'en fait, je sais pas, j'étais pas fan d'e-com, j'aurais peut-être dû en faire plus. Euh, et ensuite, j'ai vu une ad de Tugen Barra sur le marketing underground. J'ai acheté son bouquin, j'ai pris les RX. Et après, je me suis formé avec Russell Brunson, etc. Et pendant 2 ans, j'ai quasiment fait que du copywriting, des pages de vente, du ghostwriting sur LinkedIn. J'en avais fait pour Yumi aussi à l'époque. Du coup, c'était marrant, la boucle était un peu bouclée rapidement. Mm. Et donc après, donc voilà, j'ai fait cette partie-là. Puis j'ai commencé à accompagner personne au pourcentage, plus que ça. Et après, avec The Ecosystem, aller plus loin. Mais globalement, c'était parce qu'en fait aussi, je n'aimais pas ce que je faisais au quotidien à l'école. Et pourquoi pas, tu vois. T'étais bon en cours ou pas? Absolument pas. Non, non. Ah ouais? Ah non, j'avais des notes. J'ai pas eu le bac, donc tu vois. Oui, oui, mais parce que t'as arrêté. Mais on pourrait se dire, tu vois, bah, c'est comme Je Whisky sais qui a pas si drop j'ai out le à bac. HEC, tu vois. Non, je sais même pas si j'ai. Enfin, tu vois, j'ai arrêté en cours d'année d'aller en cours quasiment. Je séchais tous les cours, mais même de manière générale, je sais pas si je l'aurais eu. Tu vois. Euh, Ah ouais? ouais, ouais, ouais. Mais parce que ça t'intéressait genre juste foncièrement pas? Ouais, honnêtement, ça m'intéressait. Je trouve ça. Ouais, toujours. Il y a des choses sur lesquelles je prends du recul. J'ai 22 ans et sur lesquelles je me dis, bon, bah, ça, j'aurais peut-être dû faire plus, tout ça, machin, etc. Mais s'il y a bien un truc sur lequel on me disait que tu verras quand tu seras grand, tu prendras du recul, ça viendra avec l'école, par exemple. Tu as des cas de vraie utilisation, tu aurais dû passer ton bac ou j'en sais rien. Franchement, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment de la perte de temps. Je pense que ça, c'est un des plus gros scandales. Mais on va pas prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Mais en l'espace de 7 ans d'études, entre guillemets, après la primaire, quoi, entre 4 ans de collège et 3 ans de lycée, je trouve que c'est un scandale ce qu'ils nous apprennent et la perte de temps qu'on a sur cette période-là. Hmm. Franchement, ça sert à rien, c'est super ennuyant. En Mais fait, on tu pourrait penses, compacter cette année-là en une année, quoi. tu penses que c'est foncièrement dans le contenu de ce qu'on apprend ou c'est dans la méthode d'apprentissage? Les deux, parce que je suis sorti du lycée sans savoir, enfin, ouais, sans savoir parler anglais. Ah oui, Euh, oui. et en fait, on nous faisait écrire des phrases en anglais dans le noir. Enfin, je dis dans le noir parce que les volets étaient toujours baissés, c'était de la projection, il fallait réécrire. Hmm. Donc, je ne savais pas parler anglais. Et même dans le contenu, enfin, on nous apprend que des trucs qui servent à rien. On nous apprend même pas la vraie histoire de France. On, il y a aucun. C'est biaisé. La seule matière qui moi m'intéressait, c'était l'économie. Donc pour le coup, je discute d'économie avec mon père depuis assez jeune en fait. Ça, c'est un vrai truc qui me passionne. Et j'ai très vite compris ce que c'était le socialisme et on va dire, le communisme, quoi. Et en Ouais. fait, forcément, les profs, voilà, ma prof d'éco était communiste, donc c'était assez. Ouais, c'est assez, c'est assez compliqué en partant de ce postulat-là. Je pense Ouais, d'apprendre l'économie à des ouais, gens qui sont censés se forger une conscience justement au lycée ça. sur ces choses-là. Mais ouais, ouais, non, je suis complètement d'accord. Je pense que même sur l'apprentissage des langues vivantes, c'est là, si tu l'as cité tout à l'heure avec l'anglais, c'est là où il y a le plus de progrès à faire. C'est le côté, en fait, bah, tu fais pas de l'analyse de texte littéraire en anglais quand tu sais toujours pas parler anglais. Tu t'entraînes la conversation, t'entraînes tout ça. Et d'ailleurs, on en parlait hier dans le call Next Level, mais c'était toi, tu as appris l'anglais hyper rapidement, juste juste en regardant des séries et en. Hyper rapidement, j'ai en 3 ans, mais effectivement, c'est en parlant avec des Anglais, en regardant des séries. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais en fait. C'est pas en réécrivant des phrases dans le noir. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, carrément. Puis même aussi, t'as mentionné l'histoire de France. J'avais le souvenir on avait passé, et ça m'avait un peu scandalisé parce que j'aime beaucoup le personnage. On avait passé, je crois, une journée, enfin un seul cours sur Napoléon, sur l'histoire de Napoléon, tu vois. Et on n'avait pas Imagine. mentionné toutes ses conquêtes, etc. On avait rien mentionné de tout ça. On avait mentionné ce qu'il avait fait de mal, tu vois, sur ce qu'il a pu Ouais. faire de mal. Et puis après, on était pas vite passé à la suite. Mais c'est vrai que c'est un programme qui est aussi très opinionné. Et, euh, Ah oui. je pense que c'est très compliqué d'apprendre avec Et- partialité les cours, quoi. Ah oui, non, mais c'est une honte la manière dont on traite Napoléon. Je trouve que, enfin bon, bref, après c'est le sujet, mais tu vois, Oui, le oui. mec, il a été sacré empereur par le Parlement ou par le Sénat il y a Ouais, par le quasiment Sénat. 220 ans tout pile, 222 ans, 220, c'était l'anniversaire il y a 2 jours, je crois. c'est ça. Mm. Et c'était à deux, tu vois, c'est à 2 fois 100 ans, quoi. Mon grand-père, Mm. ma grand-père, il a vécu jusqu'à 100 ans. Il y a tu vois, 2 personnes. Et on parle d'un mec, quand même, qui a écrit le code civil, dont ce modèle a été repris par plus de 70 pays, partout, partout la civilisation ouest, quoi, la Western Civilization. Donc, ouais, bon, Mm. bref.
Ouais, Ouais, mais c'est aussi celui qui a forgé les méthodes d'apprentissage qu'on apprend aujourd'hui au lycée. Enfin, c'est celui qui a concrètement forgé un petit peu toutes ces bases au niveau de l'éducation. Mais c'est des bases qui fonctionnaient peut-être il y a 200 ans, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est c'est de ça. dire que ça n'a pas C'est un évolué des en trucs l'espace de 200 ans, quoi. problématiques, c'est que ça n'a pas évolué en 200 ans, quoi. Et Je ça, pense c'est que ça devait être très novateur pour l'époque, quoi. ouais, c'est clair. Enfin bon, Mais ouais, mais bon. Voilà, voilà. Donc c'est un ouais, peu mais le. ça aussi, on pourra en faire un podcast entier, je pense. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très préoccupant. Au-delà de ça, moi, c'est vrai que là où je me suis posé la question, et je pense que énormément d'entrepreneurs qui sont lancés jeunes, je me suis lancé, en vrai, enfin, par rapport à toi, pas, enfin, tu vois, à peu près au même âge, je me suis lancé à 16 ans, tu vois, dans la revente de paires de chaussures. Je suis passé un petit peu par tout ce que je pouvais faire avant de, tu vois, de passer aux choses sérieuses, entre guillemets, tu vois. Mais toi, comment tes parents ont réagi, comment tes amis ont réagi quand tu t'es dit, bah, enfin, quand t'as 16 ans, t'es parti à Dubaï, quand, tu vois, comment C'était ils à ont pu te 17 faire ans. confiance aussitôt, quoi. Parce que j'ai eu ça, enfin, alors, mes amis étaient un peu dans le même délire que moi. J'avais assez peu d'amis après le lycée, en fait, parce que je me suis assez séparé, enfin, vite séparé de mon groupe d'amis. Parce qu'en fait, après le lycée, bah, chacun va dans les facs aux quatre coins de la Bien France, sûr, ouais. donc tu les vois plus trop. Et puis mes parents, ils voyaient que j'étais sûr de moi, que j'étais. En fait, je pense qu'encore une fois, chaque parent peut être inquiété si tu vois ton gamin qui arrête les cours, mais qui fait n'importe quoi à côté, qui sort, qui se bourre la gueule. C'était pas du tout mon cas. Hmm. Moi, je bossais, je savais pas forcément où est-ce que j'allais, mais je savais exactement ce que je ne voulais pas faire. Et donc, bah, si ton gamin il commence à voyager, à être sûr de lui, travailler, à faire un peu d'argent, évidemment que tu vas le laisser évoluer. Et après, la famille et tout, bon, ça, je n'ai pas trop écouté ou regardé autour de moi, j'ai juste foncé. Mais je pense qu'ils ont Hmm. assez rapidement compris ouais. Ouais, parce que t'es parti à Dubaï à 16 ans, du coup, tu gagnais déjà de 17 ans. l'argent à ce Non, moment-là? non, non, 17 17 ans? ans. 17 ans. Ouais, 17 ans, je faisais déjà 17 de ans. l'argent. J'ai pris mes Airbnb comme ça. Euh, et après, ouais, c'était la fin de mes 17 ans, tout début de mes 18 ans. Et pourquoi t'es parti à Dubaï à cette époque-là? C'était déjà pour une question En de fait, climat fiscal, de sécurité, d'environnement? non, j'ai rencontré Oussama sur Paris, je lui ai proposé d'investir dans un de mes projets, etc. Et en fait, il m'a dit, il faut que tu viennes à Dubaï. Lui, c'était à la période où il était en rupture avec The Family tout juste de quelques mois. Mhm. Et donc il m'a recommandé de venir à Dubaï. Et donc, moi, je dis, bah écoute, c'est parti, on va aller voir ça. Et c'est un truc qui m'a plu et qui est jusqu'à aujourd'hui, enfin, incroyable, quoi. T'as bossé sur quoi avec Oussama? On voulait lancer un projet NFT qu'on n'a jamais lancé finalement. C'était un projet Web3 à l'époque qui s'appelait Meta Wonders et qu'on n'a jamais lancé puisqu'en fait on a estimé que c'était trop compliqué de. On avait beaucoup investi. Enfin moi à l'époque c'était beaucoup d'argent pour moi, plusieurs dizaines de milliers d'euros que j'ai perdu puisqu'en fait on n'a jamais Hmm. vendu un seul NFT à qui que ce soit. Et puisqu'on a estimé que c'était juste trop compliqué de délivrer ce qu'on voulait, on voulait pas avoir le poids de ce projet-là pendant des années et se dire on a vendu des NFT pour au final rien derrière. On voulait faire un truc très propre. On n'avait pas les bonnes conditions pour le faire, donc on a préféré perdre cet argent-là et ne pas le sortir et jouer long terme. Ok, tu dirais qu'Oussama, il t'a vraiment, vraiment aidé et beaucoup apporté dans ton parcours entrepreneurial de manière générale ou pas? Ouais, absolument, absolument. Oussama, il m'a ouvert plein de portes. Il m'a ouvert déjà les portes de Dubaï et ça, c'était vraiment un truc pour lequel je lui serais éternellement reconnaissant. Il me fait confiance sur plein de choses. Il m'a aiguillé. C'était un peu un business angel pour moi. Euh, et en fait, business angel dans le sens où il me guide un petit peu à travers tout ça. Et c'est vrai que ça m'a permis, même dans mon mindset, d'évoluer sur plein de points. Donc, j'ai eu plusieurs mentors dans ma vie et lui en fait partie. Et c'est pour ça que je lui en serai toujours reconnaissant. Au niveau de tes mentors, t'as énoncé Tugan, t'as énoncé Russell. Russell Brunson, je Ouais. dirais effectivement Oussama, Hormozy, parce qu'en fait j'ai pas mal investi chez lui aussi, même pour des one-one, etc. Enfin, pas avec lui directement, avec sa team. Et après, j'ai investi chez plein d'autres personnes, mais je sais pas si je pourrais les considérer comme des mentors, mais voilà, j'ai investi chez plein d'autres personnes. Hmm. Ok. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. C'est une question, je pense, qui préoccupe un peu tout le monde, je pense, passer à un certain niveau. Est-ce que tu trouves encore le temps de te former? Est-ce que tu trouves encore l'énergie ou encore l'utilité à te former sur tel ou tel sujet? Ah bah, l'utilité, absolument. Après, l'énergie et le temps, c'est autre chose. Il faut trouver le temps et l'énergie. Mais oui, je trouve que maintenant, c'est une priorité et c'est super important. Et donc là, typiquement, je vais essayer de rentrer chez Jeremy Hines sur son second programme à l'année. Parce que je trouve assez intéressant ce qu'il dit. Puis surtout, au-delà de ce qu'il dit, c'est surtout pour côtoyer des personnes qui font plusieurs millions de dollars par mois et qui trouvent ça normal et qui en font un standard de base. Hmm. Il avait un programme très intéressant sur lequel j'avais pris 5K dollars par mois là, pendant un an. Il en a un autre à 10K dollars par mois pendant un an. Donc c'est 120 000 dollars à l'année. Et donc c'est parti. Et puis ça permet surtout d'échanger avec des personnes qui font 3, 4, 5 millions de dollars par mois et qui discutent de voilà,
comment scaler à 100 000, 200 000, 300 000 dollars par jour de manière constante. Là, où c'est des trucs que je fais normalement par mois. Donc, ça permet de shifter, quoi. Parce que je sais, j'avais discuté avec Steven Ribia à ce propos, c'était en fait passer 200-300K par mois. Il y a plus grand monde, en tout cas peut-être sur la sphère FR, sur le marché US probablement qu'il y en a, mais sur la sphère FR, il y a plus grand monde qui peut t'aider à passer vraiment à l'étape supérieure, quoi. Si, il y a plein de monde qui peut t'aider, mais il n'y a pas forcément du monde qui te propose. Donc c'est ça aussi qui a été intéressant aussi avec The Ecosystem, c'est que lorsque je suis arrivé avec The Ecosystem, il y a, il y avait personne quasiment qui proposait ou qui arrivait avec cette proposition de valeur pour passer à 50K par mois et plus, et entre 50 et 100K par mois. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je pense que ça a bien marché The Ecosystem, c'est qu'il y a eu de la demande pour ce truc-là que j'avais fait, et donc j'ai partagé ça. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, je pense, un gap à aller chercher entre 300 et 1 million de dollars par mois. Donc c'est peut-être dans les next targets. Mais il faut déjà le faire. Ouais. Il faut le faire pendant un petit Ouais, moment avant de se sentir légitime de le faire. T'arrives du coup à stabiliser en ce moment à 300K, 300K par mois Entre ou 200 et, entre 200 et 300 000 dollars par mois, ouais. Franchement, c'est trop bien. Et je pense qu'on a trouvé vraiment les nouvelles clés, entre guillemets, pour faire ça. Avec un bon équilibre entre du retargeting, de l'organique, notre setting, notre niveau de contenu, etc. Maintenant, on a 4 chaînes YouTube. On a un niveau de. Même sur l'organique, sur Instagram, on est passé à 3 à 4 millions d'impressions par mois. Là où avant, on était entre 1 et 1 M5. Donc, on a vraiment augmenté notre visibilité. On a quasiment 40 000 abonnés sur Instagram, entre 3 et 5 réels par jour. Sur LinkedIn, on a augmenté drastiquement aussi. Donc, on a vraiment une augmentation de notre volume, quoi. On a moins de clients, mais parce qu'on a augmenté drastiquement nos offres. Donc, on a plus de profits pour moins de clients. On est passé sur des offres maintenant beaucoup plus chères, on va dire. Voilà. Et j'en suis très content. Et du coup, on est en train de développer aussi autre chose avec Autopilote à côté et des formules plus en recurring parce que c'est des trucs qui nous marchent vraiment super bien et on a trouvé les bonnes personnes pour le faire. Parce que ça, tu en avais parlé dans ton contenu, mais pendant un moment, tu étais quand même bloqué entre quoi, 105, autour de 150 000 par mois, c'est ça? Pendant 18 mois, on a été bloqué à 150K par mois. Et Et en fait, du coup, le shift dont je qui. parle, Ouais, vas-y. c'est, j'aurais pu passer rapidement à 300, 400, 500K par mois, mais en mettant de l'ADS, en allant beaucoup plus fort, en disant que je fais du chiffre d'affaires facturé et pas en parlant de mon collecté. Et en fait, en faisant des hauts et des bas, puisque je connais plein de personnes qui mettent 200 000 euros par mois en ads et qui vont faire 500, 600K sur le papier. Mais en fait, tu vas avoir donc 450 collectés, 600K facturés. Sur ça, tu as 200 000 euros d'ads, tu as 100 000 euros de team. Au final, dans leur poche, il reste, tu vois. Et donc là, l'idée, c'était effectivement, on a stagné pendant une longue période à 150 000 euros par mois, puisque j'ai maintenu un très haut niveau de profit, parce que ça nous permettait aussi d'être périn et d'être surtout très stable, plutôt que périn, très stable dans notre chiffre d'affaires. Et de 150 à 300K par mois, c'était plein d'optimisation, des nouveaux canaux d'acquisition, une augmentation du volume. Et là, je pense que la prochaine target, je ne sais pas quand elle sera exactement, ça sera de passer de 3 à 5 ou 600K par mois avant d'aller chercher le million. Mais tu crois pas que les infoproduits aujourd'hui, enfin les business d'accompagnement, de coaching, etc., justement, sont sur des profils beaucoup trop élevés parce que beaucoup n'investissent peut-être pas assez dans leur delivery ou alors même dans leur marketing, et que ce soit en front-end et en back-end? C'est-à-dire, pardon. Est-ce que tu crois pas qu'aujourd'hui, typiquement, faire 90% de profit pour un infoproduit ou un business d'accompagnement, c'est pas forcément un signe positif pour son activité, que ce soit sur. Parce que ça veut 90%, peut-être aussi dire. 90%, c'est extrêmement compliqué, objectivement. Après, tu regardes William Brown aux US. William Brown, il est à 95% de profit. Et il fait des mois à 500K avec son unscalable business. Donc, pourquoi pas, tu vois. Mais 90%, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Nous, on est entre 75 et aller dans les meilleurs mois, vraiment 80. Mais non, en fait, à partir du moment où tu as du levier, que tu as les bonnes personnes, nous, on a une équipe de 10 personnes. Ces 10 personnes-là nous font tourner un business en part entière. Je pense que d'aller chercher, d'aller faire baisser son profit pour faire baisser son profit en disant parce qu'on investit dans les teams, machin, c'est pas forcément mieux que d'avoir beaucoup de profit. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir des excellentes personnes. Bon, c'est un autre registre, mais tu regardes Telegram, qui est une boîte qui a 1 milliard d'users, ils sont 8 dans la boîte en termes d'employés. Tu vois, c'est du SaaS, donc c'est différent. Mais quel SaaS aujourd'hui a 1 milliard d'users et à moins de 10 personnes? Ouais, bien sûr. Mais en fait, moi, c'était un petit peu une réflexion que j'avais eue, c'était sur des infoproduits où on disait justement, ouais, il faut maintenir un. Infoproduit, je sais pas, parce que je fais pas, donc je saurais pas te dire. Oui, que ce soit infoproduit, business d'accompagnement, de coaching, etc. Maintenir un très haut profit, justement, je me disais, en fait, en maintenant un très haut profit, ça veut aussi dire que potentiellement, ta team, tu la payes pas forcément à la mesure de ce que tu fais rentrer. Et donc, factuellement, typiquement, la delivery peut être aussi moins bonne. Est-ce que tu penses que c'est forcément contradictoire ou ça peut, les deux peuvent aller?
Ah bah c'est sûr que si tu payes tes employés, tu les payes que 5K par mois, tu vas pas avoir des bonnes personnes. Hmm. C'est évident. Après, faut calculer que tu prends un business par exemple d'accompagnement, il devrait avoir au moins 10% du chiffre d'affaires qui passe dans la team. Nous, c'est l'équivalent de ce qu'il y a, c'est minimum de 10% du chiffre d'affaires qui passe dans la team. C'est-à-dire que sur les quelques consultants qu'on a, on paye entre 30 et 40 000 dollars par mois de revenus, quoi. Donc c'est l'équivalent. Mais je suis d'accord avec toi, si tu as une formation. Après, tout dépend effectivement de la promesse que tu as. Moi, il y a plein de choses sur lesquelles je ne cherche pas à me faire accompagner, je cherche juste à avoir l'information. Je n'ai pas besoin d'avoir un mec qui a fait 10 ans d'études et 10 ans de résultats et de trophées Ouais. pour venir m'accompagner sur un truc. Je peux acheter des. Voilà. Tout dépend effectivement de ce que tu promets, comment est structuré ton produit. Ok, ouais, hyper intéressant. Et d'ailleurs, du coup, aujourd'hui, là, concrètement, tu dirais que tu en es où dans cet écosystème? Genre, à quelle étape tu en es et où est-ce que tu veux aller là d'ici les 3 à 6 mois? Alors, bah, on en est à un point où plein de nouveautés. On a refait la plateforme intérieure du school. On a Sonar, qui est un outil de tracking donc, qui utilise entre 200 et 300 de nos clients, par 200 à 300 de nos clients, donc c'est incroyable. On a Hmm. la console The Ecosystem, qui est la passerelle entre le Slack et le school et qui nous permet de centraliser beaucoup plus de data, qui nous servira dans 6-12 mois pour avoir plus de précision encore sur Ecosystem Capital, qui est notre version vraiment capital où on prend le pourcentage, sur laquelle actuellement on a 4 business, mais on voudrait étendre ça à plus d'activités de business, etc. On a Autopilote qu'on va proposer, là qu'on va sortir cette semaine à tous les membres, proposer ça, donc ça va être dingue. On a là le mercredi 3 juin à Marbella, on fait venir 20 clients dans une énorme villa, ça va être incroyable, ça on va en faire tout l'été. Donc on démultiplie le présentiel. Et là, non seulement je serai présent, mais il y aura en plus de ça tous les consultants, la sales team qui sera présente et qu'on fait venir par avion. Et donc on est paradoxalement ultra IA et à la fois anti-IA, c'est-à-dire que d'un côté on sort des tools qui sont vraiment ultra pratiques, qui sont vraiment adoptés par nos clients, qui leur permettent de gagner en productivité, et d'un autre côté on est en présentiel avec eux de plus en plus, comme on ne l'a jamais été, puisque on fait des rencontres en Ouais, bah oui. présentiel. Voilà. C'est peut-être ça qui va faire aussi la différence. C'est peut-être un pari aussi à faire vraiment sur le futur, que justement avec l'essor même si je pense que la digitalisation, ça fait déjà un bout de temps que ça existe, avec l'IA, je pense que ça va encore plus se renforcer, peut-être que le contact humain va encore plus diminuer. Peut-être que voilà, justement, Voilà. le futur des business de coaching, d'accompagnement, ça va être beaucoup de présentiel. Marvin India, il le fait beaucoup. Nous, on a investi dans des bureaux justement aussi pour cette raison-là. Tu fais aussi beaucoup de présentiel. Quelle place, d'après toi, va avoir le présentiel, tu vois, dans l'accompagnement dans les prochaines années, quoi? Et ben en fait, moi, la première fois que j'ai fait du présentiel avec nos clients, c'était en tout début 2024. Tout début d'été 2024 précisément, c'était à Aix-en-Provence. On avait fait un mastermind qui s'appelait Orion avec une partie de nos clients. Hmm. Et c'était vraiment génial. Et en fait, le présentiel, ça avait tout changé pour nous puisqu'on avait pu rencontrer les gens en physique, présentiel. Et donc, enfin voilà, c'était. Et le fait de vouloir réitérer ça, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je cherche le mot précis, mais je pense que ça donne une autre dimension à effectivement la partie accompagnement. Et ça va être dans la même courbe que de l'IA, un petit peu comme le pari que fait l'ancien patron de Audemars Piguet, qui va vers l'artisanat, qui est une nouvelle boîte qui est autour de l'artisanat, dont je ne me souviens plus exactement le nom. Mais je pense que les boîtes qui vont aller de plus en plus vers l'IA devront faire le pari d'aller vers de plus en plus d'artisanat, de présentiel, de choses qui sont unscalable pour contrebalancer, avoir un côté qui est plus rare et qui est plus valorisable. Et tu penses que ça va être vraiment par volonté de storytelling ou par volonté vraiment, tu vois, d'amour du truc, Non, tu je vois, pense qu'il y typiquement pour a un Audemars Piguet. besoin des humains à se reconnecter à quelque chose de vrai, tu vois. Et tu penses que comment dire, les conseils et un accompagnement présentiel va de facto être plus performant qu'un accompagnement distanciel, en full distanciel du moins, tu vois? Ou... Je pense pas. Je pense que c'est juste la capacité d'absorption de l'information qui va être différente. Et donc, effectivement, il y aura peut-être des résultats qui seront différents. Je ne sais pas exactement, je ne saurais pas trop te dire à quel point ça fait toute la différence ou pas. En tout cas, les retours qu'on a, c'est que ça fait quand même beaucoup de différence réellement, quand je dis sur le papier, mais aussi dans des retours qu'on a. Nous, on sent aussi que le fait de coacher en présentiel, d'avoir des retours, d'échanger, c'est même pour le contact humain, on est fait pour ça à la base. Il n'y a pas d'études spécifiques tu vois, scientifiques là-dessus. Mais en tout cas, moi, Hmm, ce que je peux dire, c'est que sur les retours qu'on a et la sensation qu'on a, c'est que c'est vraiment 10 fois mieux. hmm. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec ça. De manière générale, la présence physique, même si je pense que dans la qualité de l'information, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, dans l'implémentation non plus. Le contact et le fait d'avoir quelqu'un, juste de lui transmettre son énergie, j'ai pu voir, même si tu vois, nos bureaux sont encore en travaux, etc., déjà une vraie différence, ne serait-ce que dans la motivation aussi des gens à bosser, tu vois.
Puis, Bien sûr. tu vois, quand on fait des postes de travail avec 5-6 clients qui bossent, c'est aussi un écosystème qui se motive, qui s'entraide. Parce que bon, quand on est tous, tu vois, derrière, je sais pas, un Slack, un Discord, un WhatsApp, et que on n'a pas vraiment de contact et qu'on se sent un petit peu isolé. D'ailleurs, il y a énormément aujourd'hui d'entrepreneurs qui sont très isolés. Tu vois, surtout un petit peu face à eux-mêmes. Ouais. Toi, comment t'as deal avec ça? Est-ce que t'as toujours été quand même assez entouré de gens qui faisaient la même chose que toi? Non, j'ai été assez isolé pendant une certaine période et là maintenant je vis avec mes potes donc c'est beaucoup plus cool. Mais oui, en fait, je pense qu'il y a toujours une période, il y a une phase comment est-ce qu'on pourrait dire ça? J'allais dire d'autonomie, mais qui n'a rien à voir avec ça, de isolement, de Ouais. solitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut être prêt à accepter cette phase-là. Voilà. C'est des choses, ça fait partie du jeu. Ça veut pas dire que c'est une fin en soi, mais faut l'accepter et que ça fait partie du passage vers l'entrepreneuriat. Donc ouais. Ok. Aujourd'hui, là, tu vis à Marbella. Est-ce que tu as envie potentiellement, sous peu, de retourner à Dubaï, Ouais, bien sûr, ou absolument. de... Ah oui, mais c'est un court passage que je fais à Marbella là, suite à la situation et quand même de l'incertitude. Et puis de manière générale, c'était un voyage qui était déjà prévu depuis un petit moment. Donc on n'a fait que l'avancée de 2 à 3 semaines. Mais c'était Hmm. déjà prévu pour nous d'aller à Marbella. Ça faisait longtemps que je voulais y retourner. J'étais allé déjà en 2023, début 2023, avec 2 amis à moi. Et j'ai beaucoup aimé cette ville. Et donc là, c'est très agréable d'être au soleil. Moi, j'aime bien cette période-là, avant l'été, où la nature se réveille. C'est trop agréable. Mais ouais, bien Tu sûr. retourneras après l'été, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fin d'été, moi, j'aime bien y retourner début août. Ça permet je fais toujours ça chaque année. Depuis 2022, j'y retourne début août pour préparer le Q4. Ok. Mais parce que ça s'est apaisé un petit peu Dubaï ou pas? Parce que j'ai l'impression que oui, mais j'en entends plus trop parler. Donc, je sais Ouais, pas dans quelle mesure. je pense qu'il n'y a pas de problème à Dubaï, hein. Je pense ils ont très bien géré la situation, très bien géré le truc, ouais. Non, Ok. super bien. Parce que ouais, ça t'est jamais venu, ou en tout cas, t'as jamais eu forcément envie de changer de Dubaï et te dire, je vais essayer de découvrir d'autres lieux, peut-être qui pourraient encore plus me correspondre. Probablement, ouais, bien sûr, mais il faut que je voyage, il faut que je prenne le temps. Mais là, c'est vrai que Dubaï est quand même une terre d'accueil qui est vraiment exceptionnelle. Ils font un travail vraiment génial. Euh, mais peut-être à l'avenir, dans quelques années, je sais pas, je me suis pas posé la question encore. Ok. Parce qu'aujourd'hui, là, du coup, t'as 22 ans maintenant? C'est ça, ouais, exactement. Ça va faire 5 22 ans ans. quasiment. J'arrive sur ma 5e année à Dubaï. Ok, cinquième année à Dubaï. Typiquement, aujourd'hui, ça va être quoi ton lifestyle? Est-ce que tu vas quand même prendre du temps pour toi? Est-ce que tu vas toujours être dans le côté rush, lock-in, Je me suis 24-24? dit, je me suis dit globalement que jusqu'à mes 30 ans, je suis dans le côté rush lock-in. Donc je suis assez là-dedans, même si je prends un peu plus de temps quand même pour, euh, pour, euh, pour moi, tout simplement pour prendre un peu juste l'air, etc. Mais non, non, je suis plus à 16 heures par jour comme je pouvais l'être il y a 2 ans, mais je suis minimum à 10 heures par jour en semaine, quoi. Ok. Et ouais, tu prends ton dimanche aussi maintenant ou Ouais, j'aime bien souffler un peu le dimanche, même si je travaille toujours le dimanche. Oui, bien Je sûr. Ouais. souffle en général, ça me fait du bien, ouais. C'est agréable le dimanche. Bon, là t'es dans une maison avec tes potes, donc ça doit être plus facile, mais est-ce que de manière générale, t'arrives quand même du coup à voir tes potes, à voir ta copine et voir tout ça? Ouais, en fait, je les vois. Les gens pensent qu'on se voit très souvent, mais en fait, non, là, j'ai un bureau. En fait, je suis toute la semaine dans le bureau. En fait, on se voit pas si souvent que ça, Ah parce que ouais? la maison aussi est très grande. Faut dire que la maison est très, très grande. Mais non, non, c'est quand même agréable. Mais là, la priorité numéro un, ça reste la boîte, ça reste le business et de se concentrer à fond dessus pour aller chercher les objectifs. Ok. Ok. Et concrètement, là, c'est quoi l'après? Mais quand je dis l'après, c'est pas à 4-5 ans, c'est à 10-15 ans. C'est quoi ton. En Incapable fait, de te dire. pourquoi tu fais tout ça? Il y a quoi qui te motive derrière? Incapable de te dire, parce que j'aime ça en soi. Je sais même pas si un jour je prendrai ma retraite. Tu vois, j'aime vraiment ce que je fais au quotidien. J'ai plein d'idées de projets, de sponsors, de trucs que je voudrais faire dans 10 15 ans, mais ou peut-être plus tôt même, tu vois, parce que est-ce que genre, j'aurais imaginé un jour avoir cette vie-là moi, à cet âge-là? Non. Donc là, la target, ça va être 10 fois plus. On verra. Hmm. Toujours avec le même modèle, toujours. Je sais Ou est-ce pas. que tu vois, je sais Honnêtement, pas, c'est de l'investissement dans des SaaS, dans des trucs. je suis en train de regarder effectivement. Là, la target, c'est de toute façon de développer sa personal brand, parce qu'une fois que j'ai ma personal brand qui est développée, après tout le reste, Ouais, tout encore ça une plus fois, c'est la simple. distribution. C'est une fois que tu as de la distribution, c'est le reste, c'est facile. Et t'as mis Euh, un goal de développement ou tu voudras toujours plus? Ou t'as mis un goal de développement de ta personal brand, typiquement, à partir de temps de taux d'engagement, d'abonnés, même si j'imagine que t'as pas des Là, métriques comme ça. la target, c'est 100 000 abonnés qualifiés. Donc, on est à 40% de cette target-là. Donc, on va essayer d'aller la chercher d'ici la fin de l'année.
Et après, ça sera toujours plus. Mais là, pour l'instant, c'est la fin de l'année, c'est 100 000 abonnés qualifiés sur Instagram. Je parle bien sur Instagram. Sur Hmm. YouTube, j'aimerais vraiment faire d'ici la fin de l'année 30 000 abonnés. Mais ça va être très compliqué. D'ailleurs, ça me rappelle, on en avait aussi parlé en call à propos de la personal brand de Kaby Lame qui avait été revendue pour 975 millions. Je sais pas si tu as Ouais. suivi l'actualité, mais apparemment c'était totalement fallacieux. Et c'était pas, Ah bah, ouais? c'était un petit peu ouais, la même chose que ce que Jordan Belfort faisait à l'époque à Wall Street, qui était Ah putain. justement, ils étaient, en fait, c'était 975 millions équivalent en actions d'une boîte qui avait Ah, été très pump à un moment et donc qui atteint un pic de 975 millions où tout le monde a vendu à ce moment, enfin où tous les gens qui ont hmm. fait je sais plus comment on appelle ça, mais c'est pas du Ok. délit d'initié, mais c'est autre chose, ont vendu en haut de cette courbe et in fine tout s'est cassé la gueule. Donc, je sais pas s'il s'est fait scam ou il était complice dans l'absolu, mais. Ok. Non, non, je sais pas du tout. Honnêtement, intéressant. Je savais pas du tout que ça avait eu cette fin-là. Hmm. Et la Ouais, boîte j'étais devait étonné être parce que au. Ouais. c'était quand même la première fois qu'on avait une valorisation d'une personal brand comme ça. D'ailleurs, enfin, bon, encore une fois, on en avait parlé, mais j'ai envie de réaborder le sujet parce que je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu penses que dans le futur, même avec l'IA, les personal brands pourront se valoriser? Enfin, quand je dis valoriser, c'est dans l'absolu, elles se valorisent déjà, mais typiquement être valorisé au point où on peut potentiellement en revendre des parts, donner des droits d'image, etc., quoi. Ah, c'est déjà le cas. Regarde la personne brand de Justin Bieber. Son, je crois que c'est son document, enfin son document d'album, pardon. Ses musiques de jusqu'à 2022, je crois. Tous ces fichiers de musique ont été revendus, je sais plus à qui, c'était peut-être à Universal, pour entre 200 et 400 millions de dollars. C'est une manière de monétiser sa personal brand. Il y a plein de. Eminem a fait ça avec le label de justement de Michael Jackson dans les années début 2000. Euh, MrBeast est déjà valorisé à plusieurs. Sa personal brand est déjà valorisée à plusieurs milliards. Logan Paul le fait avec. Tu vois, donc en fait, je pense que ce qui est intéressant à faire en soi, c'est pas tant de valoriser sa personal brand, c'est d'utiliser sa personal brand vers un pont, comme un pont vers quelque chose de valorisable. Logan Paul l'a fait Oui, vers avec Prime, Prime, ouais. tu vois, et il a valorisé Prime plusieurs milliards avec l'impulsion qu'il a donnée à sa personal brand. MrBeast est en train de faire ça avec sa banque, avec Feastable, ses barrettes de chocolat. Hmm. Jake Paul fait ça avec ses déodorants. La boiserie en France fait ça avec Shiftech, voilà, avec des boîtes dans lesquelles il est cofondeur. Donc, tu utilises ta personne brand comme un levier plutôt qu'une fin en soi. Tu vois? Ok, ouais. Oui, t'as raison, En oui, fait, c'est sûr. Bah, tu vois, regarde, Logan Paul, il peut vendre Prime. Il la vend allez, quelques milliards. Il refait une boîte pour 10-15 ans où il redonne de l'impulsion avec sa personal brand. ouais, la personal brand, je pense que c'est pour ça que même nous, on a fait le pari, et c'est d'ailleurs aussi sur ton conseil, qui était de presque all-in dans la personal brand, de diminuer, tu vois, de manière drastique un petit peu la trésor pour vraiment tout réinvestir un peu dans la Bah personal oui. brand. Parce qu'en fait, quitte à ce que ce soit, il y ait moins de cash qui rentre, ou à court terme, moyen terme, dans le futur, c'est vraiment ça qui fera la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui échoue. C'est, Complètement. c'est... Et en fait, on s'en rend compte, tu sais, pendant très très longtemps, on a fonctionné avec de l'outbound, tu vois. On commence à mettre beaucoup plus d'efforts dans la brand, dans le content, etc., à réinvestir. Dès que tu commences à avoir de l'inbound, déjà le jeu est très différent. Toi, aujourd'hui, c'est d'ailleurs, en termes de répartition, outbound, inbound, tu t'évaluerais ça à combien? On est 60 à 70% sur de l'inbound, actuellement. Ok. Donc Ouais. quand tu dis inbound, c'est des gens qui s'abonnent, like et commentent, ou alors c'est des gens qui te contactent directement? Non, non, alors, c'est une très bonne question. On considère maintenant que l'inbound, c'est des gens qui interagissent, qui répondent à des stories, Ok. qui répondent à des commentaires, qui voilà. Et sur les personnes qui vont les liker uniquement, comme c'est le cas sur Instagram et beaucoup sur LinkedIn, on va considérer de l'outbound comme nous qui les contactons pour le premier contact, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc et jusqu'à quand en fait t'as fait de l'outbound? Ou vraiment, enfin, en tout cas beaucoup On en d'outbound, une fait toujours. majorité d'outbound. On n'a jamais arrêté de faire de l'outbound hein, depuis les quasiment 170 semaines depuis le début de l'écosystème. On n'a jamais arrêté de faire de l'outbound. On va en permanence chercher des gens qui ne nous connaissent pas et nous faire découvrir notre personne brand, ce qu'on fait avec les value assets, le travail qu'on fait avec les gens sur Internet. On Hmm. ne s'arrête jamais vis-à-vis de ça. Mais le shift auquel il est passé typiquement de 50% Bah, c'est que, d'outbound à. parce qu'en fait, ça a été progressif enfin, au départ, j'avais 500 abonnés sur Instagram, puis 1000, puis 2000, puis 3000. Donc, il y a de plus en plus de réactions, de vues en story, de personnes qui regardent mes réels, etc. Donc, ça a Ok. évolué comme ça, en fait.
Ok, ouais, hyper intéressant. Écoute, moi j'ai une dernière question, je pense un petit peu pour conclure, Ouais, conclure ce podcast. Après, on va devoir tous les deux filer en call. ouais. S'il y avait un moment marquant ou une phrase ou un conseil que quelqu'un t'a vraiment donné au cours de ta carrière entrepreneuriale, je te prends un peu de cours comme ça, mais qu'est-ce que ce serait concrètement et si tu pouvais nous la transmettre, quoi. Un conseil ou une phrase qu'on m'a donnée lors de... Ah, c'est le fondateur de Quoves qui s'appelle... j'ai un trou de mémoire. Un gars vraiment talentueux qui a lancé beaucoup d'entrepreneurs en France, qui est encore assez jeune, il me semble, à New York. Et j'avais pris un appel one-on avec lui que j'avais payé. Et il m'avait dit un truc. euh, Ton intuition et ton gut feeling, donc ton instinct, entre guillemets, vaudra toujours plus que n'importe quel conseil extérieur d'une formation, d'un mastermind, d'un accompagnement ou quoi que ce soit. Et te faire confiance et marcher dans tes propres pas, c'est ce qui prévaut toujours par rapport à tout le reste. Et donc ça, je pense que c'est le point le plus important, c'est de se faire confiance. Ok, putain. Ok, bah super. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Mathis. Dans Merci à tous les toi, cas, on Baptiste, pour mettra l'écoute. tous les réseaux en description, tout ça, tout ça. Si vous voulez voir la chaîne de Mathis, je mettrai toutes les informations en description. Merci beaucoup, Mathis. Très, très Merci à intéressant. Et toi, Baptiste, puis, pour ton puis temps. plein, plein, Et plein de let's courage go pour à la une suite. prochaine. Merci pour le Yes. podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.